Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Médias. Les médias, les débats. Bonjour à toutes et à tous. Mardi 5 avril. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour à vous Nora Amélie. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes productrice et on va parler avec vous de ce documentaire à ne pas manquer vraiment ce soir sur TMC. Oui. Elle m'a sauvé. Le dernier vol, pardon. C'est Gilles qui a fait un mauvais. Le dernier vol, Carlos Ghosn. Si vous voulez comprendre cette affaire Carlos Ghosn, si vous voulez comprendre comment il s'est évadé, beaucoup de questions, beaucoup d'hypothèses avaient été émises. Il parle aujourd'hui et c'est un documentaire, je vous le disais juste avant quand vous êtes arrivé, que je n'aurais pas forcément regardé. Je l'ai visionné parce que on vous recevait et j'ai été happée du début à la fin. Et on va en reparler dans un instant avec vous. Gilles, la question du jour. La question du jour, eh bien, vous savez que Emmanuel Macron a refusé hier l'invitation de France Télévisions qui lui a été faite 3 fois de venir à l'émission politique qui s'appelle Élysée 2022. Tous les candidats ont été à Élysée 2022 et évidemment le syndicat SNJ et les différents syndicats de France Télévisions sont vent debout contre Emmanuel Macron qui a été 2 fois à TF1 et qui ne vient pas, en tout cas en télévision, sur le service public. Comme un candidat normal, eh bien, on vous pose la question à Sud Radio. Voilà, vous êtes très nombreux déjà à voter, parce qu'on vient juste de mettre la question. Est-ce que vous trouvez normal que le président candidat n'aille pas sur la télé du service public et dans l'émission Élysée 2022 ? D'après vous, Valérie, oui, non à 90%, oui à 10%. Ouais, c'était un petit peu sûr. Mais vous pouvez évidemment voter et commenter entre vous. On va en reparler tout à l'heure dans nos débats. En même temps, il est allé sur France 3. On avait reçu Francis Letellier. Il est allé sur France Inter. Donc, il ne boude pas le service public. Mais on en reparlera. Oui, mais c'est pas le même rendez-vous que le grand rendez-vous politique de la chaîne. Il ne va pas chez Baba non plus, apparemment. Il va pas chez Baba, mais hier, Cyril Hanouna a annoncé qu'il aurait les 2 candidats qui vont être élus ce week-end. Qui seront élus, non, qui seront... en tout cas, oui, c'est une élection de premier tour, madame. Absolument. Et qu'il aurait les 2 candidats. C'est ce qu'on verra. On va passer au zapping. Sud Radio 10h midi, média, l'instant zapping. Valérie, avec le retrait des Russes dans le nord de l'Ukraine, on découvre des exactions des soldats russes et les habitants libérés témoignent. C'est mon magasin, ils sont passés, ils ont tiré avec une rafale au-dessus de ma tête. Plus loin sur le mur de sa maison, les soldats ont écrit en russe « Ici des gens pacifiques, nous sommes déjà passés ». Un autre habitant que nous rencontrons, Pavlo, a vu sa maison confisquée par les soldats de Vladimir Poutine. Il y avait de l'artillerie dans le jardin. Les hommes s'installent, dorment ici dans ces 2 pièces. Pavlo tient à nous montrer ce qu'il reste d'une scène qui s'est jouée sous ses yeux. Des habitants du village ont essayé de s'enfuir. Ils ont tiré sur ces voitures, ils ont tué un couple et leurs enfants. Je pense qu'il y aura de nombreux documentaires pour raconter cette guerre en Ukraine sur LCI. Galia Kerman, vous vous rappelez, on l'avait reçue, spécialiste de la Russie, on l'avait reçue à propos du documentaire sur Tchernobyl. Eh bien, elle a expliqué comment tout un marché est en train d'être organisé pour revendre les biens pillés par les soldats. C'est toute une organisation. Écoutez. Et vous savez, Poutine, il est tout en haut. C'est pas Poutine qui a donné l'ordre de tuer les gens à Boutcha ou ailleurs. Il y a des bazars en Biélorussie où les soldats russes vendent ce qu'ils ont pillé et il y a une société biélorusse qui organise le transfert des biens pillés vers la Russie. Donc ce qui est important, c'est que peut-être l'armée russe sache, je ne sais pas si elle va le savoir, est-ce que c'est une question de communication, que chacun qui est impliqué dans ces crimes pourrait être tôt ou tard puni. Voilà. Et certains appellent à la prudence, comme Éric Zemmour ou d'autres qui disent mais attention aux images, peut-être que c'est faux, alors qu'on a des gens sur place qui témoignent de la réalité de ces massacres. Alors je vous l'ai pas mis parce que c'est les images qui fonctionnent, mais allez sur le site de TF1, vous avez un reportage sur un drone qui filme comment des gens sont abattus par les Russes et c'est un reportage assez fort qui a été diffusé hier dans le 20h. Sur LCI, l'essayiste Vincent Hugueux, lui, s'étonnait comment certains pays soutenaient la Russie alors que leur doctrine religieuse s'oppose.
Et puis, on a un autre pays que je voudrais juste citer à titre d'exemple, par goût du paradoxe, l'Indonésie, le pays musulman le plus peuplé du monde, adhère totalement à la thèse russe depuis le premier jour. Vous vous rendez compte? Vladimir Poutine, qui se prétend être le héros de la chrétienté en péril, est suivi dans ses délires mensongers par l'Indonésie et son pouvoir. Bon. Parce que l'ennemi, c'est l'Occident. Donc, dès lors qu'il y a un ennemi commun, défie l'Occident, eh bien, il a raison. C'est ça. Notre monde est en train de changer, Madame Valérie. Et puis alors, du coup, dans toute cette actualité sombre, je voulais un petit sourire quand même. Donc j'étais du côté de chez Quotidien, qui a fait un micro-trottoir dimanche au meeting de Valérie Pécresse. Alors ils ont été titillés, les militants, en disant vous savez, Valérie Pécresse, elle est à 9%. Vous savez qu'elle est à 9%? Alors, évidemment, ça les a fait réagir. 9%, 5e position, derrière Éric Zemmour. Mais non, c'est vous qui le voyez, les sondages depuis le mois de janvier, ils se trompent. Les sondages, on en reparlera dans quelques jours. Qu'est-ce que sont les sondages? On dit dans ma région qu'on comptera les bouses à la fin de la foire. 9%, 5e position, derrière Zemmour. Non, non, j'y crois pas. Voilà. Difficile à y croire qu'elle est arrivée à 9% pour les militants. Puis on va finir avec notre Sandrine Saroche. Valérie, ça faisait longtemps que je n'avais pas mis Sandrine Saroche, qui sur Paris Première reproche au candidat d'être totalement démago. Du coup, elle parodie la chanson de Richard Gottener. Le mambo du décalco devient le mambo du démago. Tu veux des CDI et du gaz à gogo, c'est parti mon kiki. C'est Noël, c'est cadeau. Un brin d'écologie et de tout à l'ego, fait plaisir à papy et dégage-moi j'ado. Un candidat coco qui remplit ton frigo et un pompon gaga qui te fait l'apéro. Chaud devant, chaud le Dupont-Aignan. L'autre Trocadéro, il est sourd comme un pot. Voilà. Vous l'avez reconnu, l'autre Trocadéro, voilà. qui est sourd comme un pot. Le président de l'ARCOM nous avait précisé que les humoristes ne rentraient pas dans les temps de parole. Ce qui nous arrange bien. Tout autre chose, Nora Mélie, bonjour, rebonjour, pardon, merci d'être avec nous. Vous êtes productrice de ce documentaire qui sera diffusé ce soir sur TMC, pardon. Mais ça mériterait TF1. Absolument, Carlos Ghosn, le dernier vol. Donc, je précise que vous êtes également présidente du bureau audiovisuel du syndicat des producteurs indépendants depuis mai 2021. C'est un document inédit dans lequel on redécouvre l'affaire Carlos Ghosn. On se souvient de son évasion spectaculaire qu'il raconte d'ailleurs dans ce documentaire, mais on en apprend plus sur le personnage. Donc déjà, la question que je me suis posée, c'est pourquoi a-t-il accepté de répondre au documentariste, à celui qui a réalisé ce documentaire dont je n'ai pas le nom ici, Nick Green. Pourquoi est-ce qu'il a accepté de parler ? Parce que nous, d'abord, merci de nous recevoir. Tout simplement parce que nous l'avons convaincu. Ouais. Nick Green est un réalisateur anglais qui a réalisé plusieurs documentaires de très grande qualité, avec beaucoup de fond, avec des visions extrêmement intéressantes, notamment Poutine, l'espion devenu président, et puis House of Assad. Et personnellement, c'est sur la base de ces deux séries documentaires qu'il avait fait, que j'ai eu envie de le contacter pour lui proposer. D'accord, c'est vous qui avez eu, parce qu'effectivement, on a toujours tendance un peu à se déprécier, nous les Français, en se disant que les grands documentaires sont faits en général par des sociétés de production américaines. Or là, c'est vous qui avez eu cette idée. Tout à fait. Disons que j'étais en discussion sur d'autres projets avec des partenaires, avec le groupe MBC, basé à Dubaï, au Moyen-Orient. Et donc, parmi ces projets, il y avait des contacts qui avaient été pris avec Carlos Ghosn. Et à partir de là, je suis entrée en jeu, en discussion avec lui. Il a été payé pour faire ce documentaire? Non, pas pour le documentaire. Non, pas pour le documentaire. Pourquoi? En réalité, nous avons fait une sorte de, on va dire, un deal avec lui, parce que nous développons également une série de fiction. Et il est consultant sur une série de fiction. Vous savez, la fiction prend beaucoup plus de temps que le documentaire. Et donc, c'est en développement. Et pour ce travail-là, nous l'avons rémunéré en tant que consultant. Mais ça m'aurait pas choqué, hein, Nora. Il y a beaucoup d'Américains. Tous les Américains se font payer en interview. Hein. Il n'y a qu'en France. Aucune des personnes que vous voyez à l'écran n'a été payée pour être interviewée. Non, c'est aussi...
La vision de Nick Green et la mienne, on a beaucoup échangé parce que cette histoire est hors norme. Moi, j'ai été très intéressée d'aller chercher Nick pour les raisons que je vous disais là juste avant, mais aussi le fait d'avoir un étranger qui ne connaissait pas vraiment l'histoire, le fait qu'il soit anglais. Parce que c'est une histoire malgré tout franco-japonaise, qui a beaucoup. Il était beaucoup moins connu aux États-Unis. Le retentissement était peut-être moindre que chez nous. Alors moindre, mais tout de même. En revanche, c'est une histoire très internationale parce que lui-même est un personnage, une personne qui a œuvré d'un point de vue professionnel dans le monde entier. Et puis sa fuite qui est juste incroyable. Et sa fuite rocambolesque. Valérie, je vous propose d'écouter la bande-annonce. Il y a beaucoup d'histoires à raconter sur ce que j'ai vécu jusqu'à présent. C'est quelque chose d'unique. Le dirigeant Carlos Ghosn a été arrêté pour des malversations financières. Je suis passé du statut de héros à celui de malfaiteur. Mon cœur s'est arrêté. Quelques personnes sont venues me dire « Vous devriez fuir. C'est peut-être dangereux, mais ai-je vraiment le choix ?» On devra vous mettre dans une caisse qu'on chargera dans l'avion et on devra faire en sorte que cette caisse ne soit pas analysée au rayon X. Tout s'est joué à cet instant-là. Alors voilà, c'est la première fois, à ma connaissance, qu'il raconte de cette manière aussi détaillée. Et ce que je veux dire sur le documentaire, c'est qu'il est extrêmement bien monté, de façon très rythmée, presque comme un polar. Il est face caméra, il parle, et puis il y a un certain nombre d'intervenants, dont sa femme, qui ajoute un côté à la fois romanesque, parce que c'est un personnage romanesque que cette femme. Et lui est très émouvant. Quand on voit à un moment, il est obligé de s'arrêter de parler, parce que ce qu'il a vécu est aussi hors norme. Oui, tout à fait. Mais c'est la première fois qu'il raconte, me semble-t-il, de façon aussi détaillée cette histoire. Tout à fait. De façon aussi détaillée, nous avons tourné donc pour ce film et cette mini-série, parce qu'il y a 2 formats en fait. Nous avons tourné au Liban, à Paris, à Londres, au Japon et en Afrique du Sud. Tout ça pendant le Covid. Évidemment, c'était complexe, mais pour avoir l'interview de Carlos et Carole Ghosn, nous sommes allés à plusieurs reprises là-bas. Nous avons passé beaucoup de temps. Dans un premier temps, c'était plutôt des interviews non filmées, pour comprendre l'histoire, pour recueillir tout ce qu'ils avaient à dire. Et en parallèle, donc c'était Nick Green et moi, mais en parallèle, nous faisions également d'autres interviews avec des Japonais. Alors là, c'était par Zoom, vive le Zoom, avec des Japonais, avec des Anglais. Donc il y a eu un gros travail d'enquête, parce qu'il était très très important pour nous de raconter cette histoire de son point de vue et de celui de sa femme, mais d'avoir aussi toutes les forces en présence en réalité. Oui, et puis Louis Schweitzer qui parle de cet homme qui est passionnant. L'histoire est passionnante aussi parce qu'on voit quel homme il est, pas forcément très sympathique, c'est-à-dire qu'il était surnommé le Coast Killer, il est arrivé, il a fermé des usines, il a licencié des gens, esprit incroyablement brillant, intelligent, manager hors pair, mais personnage très dur, très froid. On voit Louis Schweitzer, quand on lui demande s'il l'appréciait, marque un petit temps d'arrêt. C'est pas un personnage simple. Mais tout à fait, c'est pas un personnage simple. C'est quelqu'un de très pragmatique. En fait, d'extrêmement carré. Probablement sa formation ingénieur, donc c'est une petite plaisanterie, mais c'est quand même quelqu'un qui est très factuel. On a passé beaucoup de temps. 10 jours de tournage, caméra, 4 jours d'interview et des allers-retours. Et on est resté très très focus sur le sujet tout le temps. Il a le sens du détail, il a une mémoire phénoménale. Donc voilà, avoir ce point de vue de Carlos et de Carole était extrêmement important, mais vous parliez de Louis Schweitzer, ce qui était intéressant. Qui était l'ancien patron de Renault, qui l'a fait venir puisqu'il était chez Michelin avant, donc on découvre cette carrière. C'était la genèse pour nous, avoir Monsieur Schweitzer, c'était extrêmement important, parce que c'est lui qui l'a repéré, qui est allé le chercher, qui lui a offert le job, et puis ils ont évolué ensemble. Enfin, il l'a fait entre guillemets grandir. Et donc avoir son regard, son analyse pendant tout le temps de son ascension professionnelle, et puis ce moment de chute est extrêmement intéressant. Louis Schweitzer, dit sans lui, Renault n'aurait pas été ce qu'il est devenu. Je n'aurais pas fait cette fusion. Enfin, il n'aurait pas fait la fusion. Il n'aurait pas fait la fusion. Il dit que c'est vraiment grâce à lui que ça s'est fait. Et
Bah oui, évidemment, méthode brutale aussi. On découvre la clé en fait de cette histoire. Alors, il y a 2 clés importantes que vous révélez dans ce documentaire. La première, c'est qu'il n'est pas accepté par l'établissement politique. Et Louis Schweitzer dit que c'est une erreur de ne pas être en connivence en France avec les hommes politiques. Et donc, il n'a pas cette connivence. Et puis, il y a Emmanuel Macron dans ce documentaire où il est à l'époque patron, ministre de l'économie. Et il va en fait trahir la parole que Carlos Ghosn a donnée, c'est-à-dire augmenter le capital de Renault chez Nissan et faire prendre peur aux Japonais. Tout à fait. Nick et moi avons la conviction que c'est l'élément déclencheur de la prise de décision des Japonais, de Nissan, de décider de décapiter d'arrêter entre guillemets les frais et donc de couper la tête de la seule personne qui en réalité gère la totalité, que ce soit Nissan ou Renault, qui a la vue globale et qui a mis en place toute la stratégie. Mais c'est votre théorie, c'est tout de même la théorie du complot. Enfin, c'est votre vision, vous le dites, c'est la vision de Carlos Ghosn. Peut-être que les Japonais ont évidemment une autre façon de voir les choses, et c'est ce qui conclut d'ailleurs le documentaire, c'est-à-dire que on a voulu le discréditer, mais il a peut-être aussi commis des malversations. Mais en réalité, on peut appeler ça comme on veut, théorie du complot. Pour Nick et moi, donc Nick Green, nous avons beaucoup échangé pour monter le réalisateur. Pour monter ce film. En réalité, appelons ça complot. En tous les cas, il y a une décision qui a été prise d'appuyer sur un bouton, pour arrêter. Pas Emmanuel Macron. Non, ce sont les Japonais qui ont pris peur des positions du gouvernement français. Entre Renault et Nissan, évidemment, il y a des forces en présence et des questions de pouvoir entre ces deux sociétés. Et donc les Japonais ont pris peur en voyant la direction que les décisions françaises actaient. Mettaient en place pour pouvoir décider de l'avenir en fait de cette alliance. Redoutable procureur japonais qui intervient dans le document. Comment vous avez eu d'ailleurs ces images de vidéosurveillance? Il faut dire qu'il y a des images inédites très fortes où on voit entre parenthèses les 2 hommes qui ont aidé Carlos Ghosn à s'échapper, mais on voit un certain nombre d'images aussi de prison, de choses comme ça. Vous êtes allé au Japon, vous avez pu tourner là-bas ou pas? Alors nous avons tourné au Japon. Et quelques semaines avant le tournage, Nick Green et moi-même avons décidé de ne pas y aller. Honnêtement, on s'est dit que c'était mieux pour notre sécurité. Nous n'avions pas envie d'entrer dans un cycle d'interrogatoire parce que évidemment le tournage avait commencé depuis un certain temps et donc nous avions beaucoup d'éléments, nous avions avancé sur notre propre enquête. Donc à partir de là, 3 semaines avant le tournage au Japon, nous avons décidé, Nick et moi, de ne pas y aller physiquement. En revanche, nous avions là-bas des fixeurs, des chefs-op, une équipe sur place que nous avons dirigée par Zoom, donc c'était assez compliqué parce qu'avec le décalage horaire, donc nous avions loué des chambres d'hôtel, nous tournions la nuit avec des traductrices japonais, français, japonais, anglais, et nous dirigions, et Nick a fait toutes les interviews lui-même par Zoom, mais sur place il y avait tout un équipement, une infrastructure, des voilà. Nous dirigions même les chefs opérateurs pour que la lumière corresponde à la lumière de tout le film. Voilà. Oui, je me suis posé la question sur le Japon en me disant, mais est-ce qu'ils y sont allés? Comment est-ce qu'ils ont fait? Et ces images de vidéosurveillance où on voit les 2 prétendus supposés musiciens arriver, filmés à la douane. Ces images-là, si ma mémoire est bonne, ce sont des images de télésurveillance en Turquie. En Turquie, d'accord, c'est pas au Japon. Pas au Japon. Au Japon, nous avons les images de télésurveillance de Carlos Ghosn lui-même lorsqu'il s'est, déguisé, grimé pour sortir de chez lui, pour pouvoir partir et commencer sa fuite. Et donc, vous racontez sa fuite, alors, dont tout le monde connaît le fait qu'il s'est mis dans une caisse qui transporte les instruments. En fait, il a mis 1 mois, c'est ça, pour calculer et mettre en place sa fuite. C'est lui le cerveau de sa fuite. C'est ce qu'il nous a dit, tout à fait. Il a mis plusieurs semaines et en réalité, il y a un plan qui avait été établi et puis il fallait décider du meilleur moment pour le déclencher. Donc le plan était prêt et a priori, comme on sait tous, ils ont décidé le 29 décembre. Il a pris des risques, quand même. Quand on voit ça c'était certainement en Turquie aussi, la caisse passée.
de se dire qu'elle aurait pu être ouverte. C'était vraiment un coup de poker. Les douaniers auraient pu décider d'ouvrir cette caisse. Alors, il raconte bien comment toutes les personnes qui étaient autour parlaient, échangeaient. Donc, ils avaient écrit un scénario quand même qui était pas très crédible. Non, c'est ça, c'est ce que j'ai noté. Histoire invraisemblable, complètement. Mais vous pensez pas qu'il a graissé la patte de certains douaniers pour pas que ça passe au rayon X et qu'il vous l'ait pas dit? Au Japon Non, ça n'engage que moi, mais je n'y crois pas une seconde. Mais comment vous expliquez qu'une parce que leur histoire tenait debout. En fait, ils sont arrivés le matin en disant qu'ils sont arrivés d'un concert et ils ont demandé une sorte de service. Parce que si la machine, si la boîte allait avec les instruments, ça allait dérégler, alors que dès qu'ils atterrissaient, ils étaient soi-disant en phase de repartir. Mais ils ouvrent même pas pour voir l'instrument. Non, ils ont eu de la chance. Mais je dois dire quand même la date de toute fin d'année. Oui, c'est ça. C'est Noël, il y a beaucoup de. Il y a moins de 29 décembre, il y a beaucoup de remplaçants. C'est un service réduit. Donc voilà, ils n'ont pas choisi cette date pour rien. Il y a un vrai scénario, il faut vraiment le voir. Carole Ghosn, encore une fois, est assez incroyable. Une femme forte qui a été aux côtés de son mari, qui s'est engagée vraiment. Qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui ? Ils sont au Liban. Ils ne peuvent pas sortir du Liban. Ils ont tous les deux un mandat d'arrêt international, pour des raisons différentes d'ailleurs. Moi, j'aimerais bien dire un mot sur Carole, parce que c'est la rencontre en tant que productrice, et j'ai passé quand même beaucoup de temps sur ce projet. Et pour moi, c'est une femme assez exceptionnelle, parce que d'abord, ce par quoi elle est passée est extrêmement violent. Elle vit cette expérience seulement parce qu'elle est la femme d'eux. Elle ne la vit pas parce qu'elle-même a fait quelque chose. Au moment où Carlos Ghosn se retrouve au Liban, elle a de fait un mandat d'arrêt international, et donc elle est tout à fait coincée. Le combat de Carlos, c'est une épouse qui a décidé de rester une femme, qui a décidé de se battre auprès de l'homme qu'elle aimait. Vous parliez de romanesque tout à l'heure, je trouve, parce que c'est aussi quelqu'un qui est devenu à travers cette histoire. Je pense qu'elle ne se rendait pas compte, ou peut-être qu'elle n'avait pas cette force, cette puissance qu'elle a trouvée dans cette bataille. Et moi, je trouve que c'est une femme assez incroyable. Et quelle est leur vie aujourd'hui au Liban ? Est-ce qu'il travaille ? Il est consultant ? Il fait quoi, Carlos Ghosn ? Oui, il travaille par ailleurs, il a des affaires, voilà, je ne sais pas précisément, mais ils sont là-bas. Ils se battent surtout, je pense que la plus grande partie de leur temps, elle est consacrée à rétablir une forme de leur vérité, et en tous les cas, et pour elle, faire sauter ce mandat d'arrêt international. Dernière question, est-ce que le documentaire s'est vendu à la télévision japonaise ? Sur une plateforme japonaise. Vraiment ? Ça n'a pas été très simple, mais oui, sur une plateforme japonaise. Dans combien de pays a été vendu ce documentaire ? À ce jour, il a été vendu à plus de 30 pays, et la commercialisation est toujours en cours. Et donc il y aura une mini-série, il y aura une fiction. Nous développons avec NBC et puis un autre groupe international une série de 6 épisodes de fiction. Alors là, avec toutes les libertés que nous allons être en mesure de prendre pour raconter cette histoire. Là, c'est encore un documentaire d'une puissance incroyable, par la présence de Carlos Ghosn, qui parle face caméra de sa femme, de la narration qui est extrêmement bien faite, précise, et on apprend énormément de choses sur Carlos Ghosn, sur l'homme qu'il était. C'est pas manichéen, c'est pas l'homme formidable qui a été trahi. On dit des choses qui sont pas forcément. Le journaliste de Forbes est très critique dessus. Et puis vous avez dit une chose qui moi m'a beaucoup marqué, c'est le face caméra, c'est-à-dire qu'il n'est pas de biais ou de droit comme on fait. Il est face caméra et vous avez l'impression qu'il vous parle à vous et que vous discutez avec lui. Ce soir sur TMC, Carlos Ghosn, le dernier vol. Nora Melli, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes donc la productrice de ce document à ne pas manquer. Merci à vous. On se retrouve dans un instant avec vous, avec une histoire aussi assez incroyable à propos d'ADN. Vous savez, ces tests ADN qu'on fait pour retrouver ses origines. Parfois, on se dit que c'est anodin, mais ça ne l'est pas toujours. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie